à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier atelier de la matinée du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Un atelier consacré aux statuts, aux différents statuts quand on crée son entreprise, pour répondre à vos questions aujourd'hui, et surtout pour vous présenter les différents statuts qui sont à votre disposition. C'est mon collaborateur Axel Louvet qui présentera cet atelier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme je l'ai dit jusqu'à présent, il y a un chat sur YouTube Live où vous pouvez poser des questions et mes collaborateurs aussi pourront y répondre et, si le temps le permet, soumettre les questions à notre intervenant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous en saisir. Sinon, je laisse maintenant la parole à Axel pour nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Merci Mathias. Donc, bonjour à tous, enchanté. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis monsieur Louvet Axel, donc conseiller à la création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce de Caen, donc collègue d'Audrey Thiable-Beautreil que vous avez vu juste avant. Donc, pour l'atelier d'aujourd'hui, donc à midi, moi je vous propose un petit menu équilibré qui va être les statuts juridiques. Donc ça va être un peu lourd. On va essayer d'alléger ça au maximum pour que vous repartiez en forme cet après-midi. L'objectif de cet atelier, c'est avant tout de vous donner les clés pour le choix du statut. C'est souvent une question récurrente et pertinente qu'ont les porteurs de projets, que vous avez sûrement vous, que ce soit sur le live YouTube ou vous en présentiel ici. L'idée, c'est que vous ayez des éclaircissements sur les différents statuts existants. Je dis pas que vous allez avoir la réponse absolue, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça de choisir son statut, mais c'est de comprendre le cheminement qu'il faut avoir pour choisir ce statut. Et la première question déjà, c'est quand choisir son statut? Parce que nous, en tant que conseiller, voilà, on est confronté tous les jours à des créateurs d'entreprise, en tout cas des futurs créateurs d'entreprise, et souvent la première question qu'on se pose, c'est je veux faire telle activité, quel statut je dois prendre? Et ben en fait, c'est pas du tout la première question à se poser. Ça devrait être quasi même la dernière. On va voir juste après le déroulé de la réflexion qu'il faut avoir. Mais c'est pas évident comme ça à mot pour point de vous dire vous faites telle activité, ok, il faut prendre tel statut. Ça va dépendre de plusieurs choses. J'en ai noté 3 de manière la plus large possible. La première, c'est l'ambition du projet à court et moyen, voire long terme. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une activité principale, secondaire? Est-ce que voilà, je veux faire beaucoup de volume de chiffre d'affaires? Pas du tout. Ou alors moins dans un premier temps, plus dans un second temps. Ça va dépendre aussi et surtout, j'ai envie de dire, de votre situation personnelle au niveau professionnel. C'est-à-dire, est-ce que je suis demandeur d'emploi? Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je vais quitter mon emploi? Fiscal et familial. On y reviendra dessus plus tard. Et ça dépend de l'activité elle-même. Il y a des activités, en fait, on est plutôt contraint. On a des obligations au niveau juridique ou administratif qui fait que déjà, il y a des statuts qu'on pourra éliminer d'office. Donc moi, je réutilise souvent cette petite image. Je vais pas revenir sur la totalité, mais pour savoir quand est-ce qu'on se pose la question, on voit à travers cette petite image, voilà, il y a les 10 grandes étapes avant le début d'une activité. Et on voit que choisir sa structure juridique, fiscale et sociale, ça arrive en 7e position. Au début, on a son idée, on vérifie bien qu'elle est bien appropriée à sa personnalité, à ses compétences, on fait son étude de marché, on fait du prévisionnel financier, et c'est juste après qu'on voit le statut. Alors, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on en discute quand même un peu avant, pour voir déjà ce qu'on peut éliminer de base par l'activité, par les situations de chacun. Mais en fait, on le décide vraiment à la fin. Le statut réellement. Et les prévisions financières se font aussi en fonction du statut et on peut faire différentes simulations. Et après, en fait, c'est directement la création d'entreprise. Donc, comme quoi, ça vient vraiment à la fin de la réflexion. Même si, je sais, par réflexe, on en parle souvent assez tôt et ça fait souvent peur aux gens. Et moi, je dis, ne vous inquiétez pas, on va prendre le statut le plus adapté à vous. Mais il nous faut tous les éléments en main pour le choisir. Pour faire large, j'ai mis un petit panorama, alors ça date de l'année dernière, on n'a pas encore trop de chiffres sur l'année 2020 avec le contexte sanitaire, c'est compliqué, sur les différentes structures déjà existantes, donc là on les nomme, mais aussi à peu près la répartition dans la création d'entreprises en France. Donc déjà on va dissocier 2 grands types de structures, les entreprises individuelles et les sociétés à responsabilité limitée, ou les sociétés même au sens le plus large du terme. Donc dans les entreprises individuelles, on en a parlé juste avant, dans l'atelier juste avant, les micro-entreprises ou auto-entreprises. Donc ça représente donc en 2019 47% des créations d'entreprises en France. C'est quasi 1 sur 2 aujourd'hui. C'est un statut qui fonctionne très très bien, qui est très souple et donc qui est très sollicité par les Français. On a 26% d'entreprises individuelles dites plus classiques. Donc il y a l'entreprise individuelle en elle-même et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qu'on appelle EIRL. On en retouchera 2 mots. C'est un statut qui est relativement nouveau, qui a moins d'une dizaine d'années. On en reparlera.
Et de l'autre côté, donc on bascule sur les sociétés, qui représentent 27% des créations d'entreprises. Donc la SARL, qui est la forme la plus classique de société existante, donc la société à responsabilité limitée, en forme individuelle, donc associé unique, on appelle ça une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou SARL-U, donc société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Donc quand vous voyez un U apparaître dans une société, c'est souvent c'est le même format que le format collectif, c'est juste qu'on est individuellement dans la société. Et l'autre statut possible, c'est la SAS, la société par action simplifiée, ou SASU quand on est seul, société par action simplifiée unipersonnelle. Donc ça représente en tout 27%, et je vous ai mis la répartition après dans les sociétés. Voilà, parmi ces 27%-là, il y a 14% de sociétés à responsabilité limitée, 20% en unipersonnel, et la SAS, 26% parmi les 27% de sociétés en SAS et 37% en SASU. Donc on voit qu'il y a un peu plus de SAS ou de SASU. Alors moi je dis toujours, il y a des effets de mode de société. Donc depuis les années 2010, la SASU ou la SAS rencontre un gros succès. Pour des bonnes raisons parfois, et parfois pour des mauvaises. On reviendra en détail sur comment ça fonctionne, et les pièges un peu à éviter, ou les questions à se poser en tout cas, de pourquoi on choisit ce statut-là. Parce que mon but, c'est aussi aujourd'hui de vous les expliquer, mais de comprendre aussi pourquoi je choisis ça et pas l'autre, en fait. Et j'ai tendance à dire, de manière générale, en fait, il n'y a pas de mauvais statut quand on crée son entreprise. Ça va dépendre de vous, ce que vous allez préférer pour votre vie perso et professionnelle. Puis il y a le petit chiffre en bas, voilà. En 2019, il y a eu 815 000 créations d'entreprises, qui est une augmentation quasi de 20% par rapport à l'année d'avant. En 2020, on doit être à peu près sur les mêmes bases. Et voilà, il y a de plus en plus de créations d'entreprises en France. Donc, en entrée de ce petit menu allégé, on va d'abord parler des sociétés à responsabilité limitée. Je commence par ça, parce que c'est la forme qu'on voit quand même relativement souvent, et ça va être plus facile de faire du à contrario avec les entreprises individuelles. Donc, de manière générale, les sociétés à responsabilité limitée, donc je rappelle les SARL et les SAS, déjà on peut être un ou plusieurs associés, au choix. Il y a un nombre, alors j'allais dire illimité d'associés possibles, je crois que ça peut être jusqu'à 100 juridiquement. C'est très rare des sociétés à 100 associés. Moi je dis toujours, plus il y a d'associés, plus il y a de problèmes. Parce que chaque personne peut avoir un problème, donc on le multiplie à chaque fois. Les associés sont solidaires. Ça veut dire quoi? On est solidaire des dettes et des bénéfices. C'est-à-dire que si on fait du bénéfice et qu'on est à 50-50 dans l'entreprise, si quelqu'un prend 1000 de bénéfices pour lui, l'autre doit prendre 1000. Pareil, s'il y a des dettes que vous devez personnellement, on peut réclamer à chaque associé une somme, et on peut aussi réclamer toute la somme à un seul des deux associés, et ils se débrouillent entre eux après pour se rembourser. Le capital minimum est de 1 euro. Donc en société, on parle de cette notion de capital. Donc c'est l'argent qu'on met au départ dans son entreprise, ce qu'on appelle aussi l'apport. On en parle souvent d'apport en capital. Donc le minimum est de 1 euro. C'est vraiment le minimum. C'est très rare qu'on ait des sociétés à un capital de 1 euro, parce que ce capital, c'est un chiffre qui est public. C'est-à-dire que vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs peuvent être au courant. On le voit souvent, alors tout le monde fait ses courses, j'imagine, un peu dans la grande distribution. Sur les tickets de caisse, ça apparaît notamment le capital. Et on voit le capital, ce qu'on appelle le capital social de l'entreprise. Donc c'est un chiffre public qui jauge de la crédibilité aussi de votre entreprise. Donc en fait, on met rarement 1 euro, parce qu'on se dit, en fait, la personne, elle a pris aucun risque, elle a mis qu'1 euro. C'est une société, c'est une coquille vide, entre guillemets. Donc souvent, au minimum, alors ça va dépendre aussi de vos activités et de votre ambition de projet, on arrive souvent sur du 1000-2000 euros au minimum. Il y a une séparation de patrimoine, donc il y a un schéma juste après la diapo suivante qui est plus explicite là-dessus, mais il y a une séparation de patrimoine. Vous, à titre de personne physique, quand vous créez votre entreprise, vous avez votre patrimoine perso. Quand on crée une société, on crée ce qu'on appelle une personnalité morale, donc c'est une personne non physique, donc une personne morale, dont on est le représentant, avec son propre patrimoine et sa propre vie. Donc ça crée une séparation et une protection de votre patrimoine personnel. On a des statuts à rédiger, ce qu'on appelle les statuts d'entreprise ou le contrat de société, donc en fait qui définit les règles de sa société. Donc c'est un document très juridique. Donc là, on peut rarement le faire seul. On est souvent accompagné d'un juriste, d'un avocat ou d'un notaire pour faire ça. Et le risque est donc limité aux apports, sous réserve de caution personnelle. On va le voir juste après. Mais voilà, j'apporte en capital 10 000 euros au départ. C'est la somme que je peux perdre en tout. Et en théorie, je ne peux pas perdre plus que ça à titre personnel. L'entreprise peut perdre plus, évidemment, mais à titre personnel, je ne peux pas perdre plus. Un petit schéma qui explicite un peu ça. Je suis une personne physique, donc à gauche, le rond plein. Je crée ma société, je fais un apport en capital, je crée ma société. Et s'il y a d'autres associés, c'est la même chose. Ils s'associent, on crée une société en commun.
Et la société donc a son propre patrimoine, pardon. Donc de l'actif, tout ce qui a de la valeur dans la société, donc ce qu'on appelle les immobilisations. J'ai du matériel, j'ai de l'aménagement parce que j'ai ma boutique, les créances clients. Parce que si mes clients doivent de l'argent, bah ça compte pour l'entreprise quand même. La trésorerie, ce qu'il y a dans la caisse ou sur le compte en banque. Et il y a aussi le passif de l'entreprise, donc toutes les dettes qu'elle a, dont la première ligne, c'est le capital, par exemple. Parce que c'est quand même une dette qu'a l'entreprise envers vous, ce capital. Les dettes fournisseurs, les dettes envers les organismes financiers, parce que dans beaucoup de projets, voilà, on investit, on fait de l'emprunt bancaire, donc on a ces dettes-là, et les dettes d'État, donc tout ce qui est TVA, impôts. Et je vous disais, bah non, le risque est limité aux apports. Et j'ai mis sauf caution personnelle. Parce que de plus en plus, et c'est normal, on le voit, notamment au niveau des organismes financiers, quand on prend un emprunt bancaire, la banque, parfois, dans le contrat prêt bancaire, prévoit des garanties et des cautions personnelles. Et quand on signe ça, alors souvent c'est sur un pourcentage de l'emprunt. Je vais prendre un exemple, j'emprunte 100 000 euros, et la banque me dit, je suis caution personnelle à 50 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise n'est pas en capacité de rembourser cet emprunt à un moment de sa vie d'entreprise, la banque, sur 50% de restant à rembourser du capital de l'emprunt, peut vous solliciter à titre personnel pour rembourser cette partie-là. Donc c'est rarement dès le début de l'emprunt, parce qu'en théorie, si on a bien construit son projet, on n'est pas en difficulté dès le départ, mais voilà, une crise qui passe, comme la crise sanitaire qu'on a vécue, qui n'est pas trop prévisible. Il reste 20 000 à rembourser sur l'emprunt, puisqu'on arrive à la fin de l'emprunt. L'entreprise n'est plus solvable, donc on est souvent en redressement judiciaire, en liquidation, en cessation de paiement. La banque dit, vous avez signé une caution à 50%, donc sur les 20 000 euros, on peut vous demander 10 000 euros à rembourser. Donc vigilance là-dessus, avec les banques, voilà, ça se discute au moment où on fait le contrat de prêt bancaire à la création de l'entreprise. Donc voilà là-dessus. Avantages et inconvénients d'ordre général sur les sociétés à responsabilité limitée. L'avantage, c'est l'organisation. On fait des statuts en fait, qui prévoient un peu, c'est un peu le règlement de la société, comment elle va fonctionner. C'est utile pour des développements d'entreprise. C'est une structure solide, facile à développer. Il y a l'avantage principal, c'est aussi cette séparation de patrimoine et ce côté transmission possible. C'est-à-dire que je crée ma société, elle fait sa vie, vous arrivez à la retraite ou vous voulez arrêter, vous voulez vendre l'activité. Il y a une transmission de la société directe qui est possible, où les gens rachètent vos parts dans la société. L'inconvénient, parce qu'il y en aura toujours, c'est le formalisme qui est important, des statuts à rédiger, de l'administratif, évidemment. Des obligations juridiques, fiscales et comptables plus importantes, ES à la fin, une petite faute là-dessus, que par rapport à une entreprise individuelle, on le verra, mais voilà, il y a un formalisme plus important et donc des obligations plus importantes, et c'est quand même plus coûteux de manière générale qu'une entreprise individuelle. Donc je vais détailler ça, notamment en commençant par la SARL, qui est la forme, je disais en préambule, la plus classique, ou le URL. Donc pour la SARL, 2 associés minimum. Si on est un associé unique, ça serait une URL. Donc les statuts sont guidés par la loi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, une SARL, comme c'est la format le plus classique, la loi dit que ça doit fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. La règle que je cite souvent comme exemple, c'est que j'ai un capital social de 1 000 euros. Si j'apporte 500 euros parce que j'ai un autre associé, j'ai 50% des parts. Voilà, c'est à hauteur de ce qu'on apporte. Ça fait partie des règlements dans une SARL, ça fonctionne comme ça et on ne peut pas y déroger. Donc le capital minimum, je le renote, mais c'est toujours 1 euro. Mais moi, je vous conseille de mettre toujours un peu plus parce que ça joue de la crédibilité. Au niveau du statut social du dirigeant, on est considéré comme gérant quand on a une SARL ou co-gérant quand on est 2, par exemple, ou 3. Donc on est ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié, donc dépendant du régime social des indépendants, qu'on appelle sécurité sociale pour les indépendants aujourd'hui. Si gérant tiers, on peut être assimilé salarié, on peut être gérant minoritaire aussi, parce que je sais pas, j'ai que 20% dans la SARL et être assimilé salarié, il n'y a pas de souci. Au niveau fiscal, pour les EURL, on est par défaut soumis à l'impôt sur le revenu. Mais on peut prendre l'option de l'impôt sur les sociétés. Donc quand là on fait toutes ces études prévisionnelles financières, on regarde. Et on regarde aussi votre situation perso, voir l'impact de l'impôt sur votre projet, sur votre vie personnelle. Pour les SARL, par défaut, c'est de l'impôt sur la société. Et là, on n'a pas le choix. C'est facile à comprendre. C'est parce que quand on est seul, on peut se dire, j'ai le choix. Moi, à titre personnel, ma société, je la mets dans mes impôts sur le revenu ou je prends un impôt à part qui est l'impôt sur la société. En SARL, quand on est avec un associé, c'est pas forcément son mari ou sa femme. On va pas commencer à mélanger tout le monde au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc c'est forcément un impôt sur les sociétés. Je reviendrai en détail aussi là-dessus à la fin. Pour les SAS, donc sociétés par action simplifiée ou les SASU, quand on est un seul associé, donc voilà, minimum toujours 2 associés, un seul pour les SASU. Les statuts sont dits libres. Alors je mets entre guillemets, parce que moi j'ai tendance à dire, en fait, quand on fait des statuts de SAS, on part d'une page blanche et on fixe les règles un peu librement.
c'est pas aussi simple que ça, vous en doutez, parce qu'il y a quand même un minimum juridique à mettre dedans. Mais c'est pour dire qu'au niveau des règles, on a beaucoup plus de liberté. J'en reviens à cette question d'apport par rapport aux parts. En SAS, on peut très bien dire j'ai un capital de 1000 euros, moi j'apporte que 1 euro à titre personnel, mais j'ai quand même 50% des parts. C'est tout à fait possible, ça apporte cette liberté-là. Et du coup, ça c'est des sociétés qu'on va beaucoup voir, on le voit souvent à la télé, dans les sociétés un peu d'innovation, ce qu'on voit le plus souvent à la télé. Les gens sont souvent comme ça, il y a des missions qui passent où les gens recherchent leur associé et disent vous me donnez 200 000 euros, je vous donne 5% de mes parts. Pour faire ça, ils sont forcément dans ce modèle de société, sauf s'ils ont un capital ultra élevé en SARL, mais ça vaut souvent pas le coup. Mais c'est un des avantages des statuts un peu libres qu'on a en SAS. Donc au niveau du statut social des dirigeants, donc quand on est seul, en fait, on est PDG, donc président, directeur général. Quand on est deux, souvent il y a un président et un directeur général. Et quand on est plus, eh ben, en fait, les organes de direction sont libres, c'est-à-dire qu'on choisit. On peut mettre un trésorier comme dans des assos, on peut mettre un chef d'équipe. Enfin voilà, dans les statuts, on est plutôt libre au niveau du statut social. Sachant que le président, parce qu'il y aura quand même un président, a la faculté d'être assimilé salarié et donc dépendre du régime général de la CPM au niveau de la couverture sociale. Alors que le directeur général et souvent les autres associés sont considérés comme TNS, donc travailleurs non salariés, comme en SARL, donc dépendants de la sécurité sociale pour les indépendants. Donc ça, on en reparlera parce que souvent, c'est un des arguments pour lequel les gens choisissent la SAS en disant « Ah mais moi, j'ai été salarié avant, j'avais une couverture sociale dite classique, je veux garder ça, donc je prends ce statut-là pour être assimilé salarié, garder ce régime-là qui est, on pense, plus rassurant. » C'est pas une vérité absolue, on en discutera après aussi. C'est une fausse bonne idée, souvent, je dis. Alors des fois, il y a des raisons vraiment de prendre ça, mais il y a des cas où en fait, on va pas prendre ça. Si c'est la raison unique pour laquelle vous choisissez une SAS, faut se poser la question quand même. C'est soumis à l'impôt sur les sociétés par défaut, la SAS ou la SASU. En SASU, on a quand même une option à l'impôt sur le revenu possible. Alors on met souvent les options, on parle beaucoup d'impôt sur le revenu pour les sociétés. Au final, ça représente peut-être que 5 ou 10% des cas. Donc, on va avoir une société, alors SAS, SARL, EURL ou SASU, on va prendre l'impôt sur le revenu. Parce que, voilà, il y a encore des calculs à faire, mais souvent, ça ne vaut pas forcément le coup. Et en SAS, il y a une petite spécificité en plus, ou en SASU, c'est cette possibilité de prendre des dividendes. On en entend souvent parler, ces histoires de dividendes. Donc, qu'est-ce que c'est le dividende? Donc, je fais mon activité. Donc on a une société, on a un bilan à faire annuel, on fait son exercice comptable. À la fin de l'année, mon entreprise est bénéficiaire, c'est top, ça a marché pour vous. J'aimerais bien prendre un peu plus, une prime, voilà, ce qu'on appelle des dividendes du coup. Et en SAS, on peut en prendre plus facilement qu'en SARL. Je vais faire le comparatif maintenant. En SAS, donc par exemple, voilà, je prends 10 000 euros. J'ai 30% de ce qu'on appelle le flat tax, donc de taxe sur les dividendes en gros. Donc dans les 30%, c'est 17,2% de cotisation sociale et 12,8% d'imposition. Donc l'impôt, tout est déjà payé. Et en gros, sur les 10 000, je récupère 7 000 euros. Et voilà, et c'est à moi, et c'est du net non imposable parce qu'on a déjà payé l'impôt. En SARL, je le détaille pas parce qu'on a tendance à dire, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous allez l'entendre, ou d'autres chefs d'entreprise vont vous le dire, ou des comptables. Parfois, on dit en SARL, en fait, on peut pas faire de dividendes. En fait, on peut, mais ça vaut pas le coup parce qu'on paye déjà cette flat tax, donc de 30%, donc sur 10 000, 7 000, mais on repaye des charges sociales dessus, de 40% en SARL. Donc en fait, on perd quasi 6 000 euros sur les 10 000 de départ. Donc en fait, on se rend compte que ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de possibilité en SAS de faire de dividendes et de pas de possibilité en SARL. Mais ça se discute, ça peut évoluer aussi. On peut passer d'une SARL et si ça marche bien et dans l'évolution, encore une fois on revient sur l'ambition du projet, on peut transformer sa société à tout moment, de la SARL vers la SAS et inversement s'il le faut. Ça c'est toujours possible. Donc quelle grosse différence entre SARL et SAS? La formalisation des statuts, comme je vous dis, il y en a un qui sont guidés par la loi pour la SARL, et en SAS c'est un peu plus libre, ce qui fait une différence de coût au départ, parce que alors, quand on crée une SARL, tout compris, on va être autour de 1 200 euros, entre les frais juridiques, la publication au journal officiel, les frais de tribunaux, pour le tribunal de la chambre de commerce, pour être inscrit au registre. En SARL, on va être plutôt autour de 1 200 euros si vous passez par un juriste. En SAS, comme il y a un peu plus de travail à effectuer par le juriste ou l'avocat, on va être plutôt autour de 1 500, 2 000 euros. Donc ça fait déjà une grosse différence. Le statut social, voilà, entre le président qui va être assimilé salarié pour la SAS et le gérant qui va être travailleur non salarié, et cet aspect de dividende. Et ça déjà,
on peut déjà voir les différences et se dire, ok, bah moi en fait, vu mon projet, je vais déjà plus partir là-dessus ou là-dessus. Et c'est ça qui va faire évoluer votre choix de statut. Et des fois, dans des projets sur du moyen terme qu'on accompagne sur 6 mois, bon, au début, on se dit, oh, on va sur une SARL. En fait, en affinant sur le projet, on se dit, au final, la SAS va être plus appropriée. Je regarde ce qu'on a après. Voilà. Dans quel cas on va utiliser la SAS quand il y a de l'investissement extérieur. Comme je vous dis, pour cette notion de garder le contrôle de sa société et de se dire, moi, je veux au moins 50% de mes parts pour garder le contrôle, mais j'ai moins d'investissement financier. C'est un investisseur qui va venir. Pour garder ce contrôle, on va plutôt partir sur de la SAS pour dire, non, j'apporte moins, par contre, je prends quand même la majorité des parts. Pour le besoin de création de charges, alors ça, c'est moins évident à se le dire parce que c'est pas naturel du tout. Mais des fois, en entreprise, on va vouloir volontairement avoir de la charge. Ce qui n'est pas du tout le réflexe humain. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à dire non, moi je veux réduire mes charges pour pouvoir avoir plus de souplesse dans ma vie perso. Et en entreprise, des fois, pour faire de l'optimisation fiscale et financière, on le voit souvent dans les sociétés de prestations de services ou de prestations intellectuelles. En fait, je prends l'exemple le plus commun, on va dire, je suis développeur informatique, je veux me lancer. Moi, pour travailler, je peux déjà travailler de chez moi, donc pas forcément un local. J'ai juste besoin d'ordinateur. Quand on est développeur, on en a déjà un. En fait, j'ai très peu de charges. J'en ai un peu forcément, il y a toujours les assurances à payer, des serveurs, pourquoi pas, des choses comme ça pour les développeurs. Mais en fait, j'ai très peu de charges. Sauf que mon activité, c'est ce qu'on appelle des activités à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que je peux facturer assez cher mon temps. Ça peut être 100 € de l'heure, mais derrière, sur une heure de temps, moi, en fait, j'ai 1 € ou 2 € de charge, en fait. Donc, on a une valeur ajoutée de 98 €. Et donc, si on ne fait pas attention, à la fin de l'année, si ça marche bien, ça peut coûter très cher à l'entreprise, notamment au niveau fiscal, au niveau des impôts. Et donc la SAS, étant donné qu'elle est un peu plus chargée au départ à la création, mais au niveau des charges sociales, puisqu'on ne le précise pas là, j'ai l'exemple à la fin, mais quand on est TNS, les charges sociales du dirigeant, c'est autour de 40%. En SAS, on va être plutôt autour de 60%. Parce qu'on est au régime général, c'est un peu plus coûteux. C'est censé mieux couvrir, ça couvre mieux de base sur le régime social, mais ça coûte plus cher. Et des fois, on va prendre ça volontairement pour avoir plus de charges et se dire à la fin, je vais mieux optimiser mon entreprise. Et des fois, on va prendre la SAS pour ce besoin de statut assimilé salarié. Et encore une fois, ça faut voir. Faut pas que ça soit pour moi l'unique argument, parce que ça coûte plus cher. Et qu'en fait, à contrario, quand on est en SARL, si on est au statut travailleur non salarié, du coup, en fait, il suffit de prendre une bonne mutuelle complémentaire. Et en fait, on est tout aussi bien couvert. En fait, on prend une mutuelle pour les indépendants qui couvre un peu plus qu'une mutuelle classique. Et souvent, je fais le calcul en rendez-vous où je dis sur un SMIC, la différence sur une année, vous versez un SMIC en tant que dirigeant, là, enfin, l'équivalent d'un SMIC, donc autour de 1 200 €. Donc, on est à 14 400 € net à l'année. La différence entre un statut et l'autre, juste au net similaire, elle est de 2 à 3 000 € sur une année. Si vous prenez une mutuelle complémentaire en tant que travailleur non salarié plus importante, elle va pas coûter 2 000 € l'année. Elle va coûter quand même moins que ça. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, en SARL, on peut être tout aussi bien couvert à des coûts un peu moins élevés. Pour ça, je dis l'argument du statut assimilé salarié pour être mieux couvert ne fait pas foi et n'est pas absolu. Alors après, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Est-ce que j'ai des enfants à charge? Que fait monsieur ou que fait madame? Est-ce que je suis divorcé? Est-ce que je suis seul? Faut prendre tout ça en compte, évidemment. Il n'y a pas de règle qui dit non, je suis en couple, je dois absolument être comme ça, je suis marié, c'est forcément ce statut-là. Non, ça dépend de chacun. Et même quand on est marié, par exemple, ça dépend de ce que fait monsieur ou madame. Est-ce que lui-même est indépendant? Est-ce qu'en fait il est salarié? Est-ce qu'il est fonctionnaire? Il y a tout ça à prendre en compte. Le plat dans le petit menu, après, c'est les entreprises individuelles, qui sont une forme plus simple d'entreprise. Donc déjà, les entreprises individuelles, de manière générale, il y a un seul associé. Là, on ne peut pas être plusieurs. Déjà, si dans vos projets respectifs, pour chacun d'entre vous, voilà, si vous êtes déjà 2 pour le projet, vous pouvez vous dire les entreprises individuelles, on oublie, ça sera forcément une société comme on a vu avant. Il n'y a pas cette notion de capital social. Et ça va avec le point suivant, c'est parce qu'il y a une confusion des patrimoines. C'est-à-dire que vous incarnez l'entreprise. Parfois, on entend des gens dire je suis en nom propre. Je monte mon entreprise en nom propre ou j'ai mon entreprise en nom propre. Ça veut dire que vous incarnez l'entreprise. Donc le patrimoine est confondu. C'est-à-dire que si la société est endettée, vous êtes endetté. Donc il n'y a pas de statut d'entreprise, puisqu'on ne crée pas de personnalité morale, donc on n'a pas besoin de dicter de règlement. C'est soumis à l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a encore une fois confusion de patrimoine. Donc en fait, c'est comme si c'était dans le patrimoine fiscal. Cotisation par rapport aux résultats, c'est-à-dire qu'on fait son chiffre d'affaires, on enlève ses charges, ça donne un résultat, donc je vous souhaite des bénéfices, et ben on va le considérer comme du revenu. Voilà, j'ai 100 000 € de chiffre d'affaires, j'ai 50 000 € de charges à l'année pour acheter mon stock et mes différentes charges. Ben, mon revenu déclaré est de 50 000 €.
avant de déclarer 50 000 euros aux impôts, en fait, on retire les cotisations sociales, qui sont comme la CRL à 40%, et après, on paye de l'impôt sur le revenu sur le reste. Le statut social, donc comme la SARL, travailleurs non salariés, dépendants de la sécurité sociale pour les indépendants. Petite attention, une personne physique, donc comme vous et moi, ne peut pas créer 2 entreprises individuelles, parce que ça n'a pas de sens. Comme les patrimoines confondus, si on en crée 2, c'est comme si on était dédoublé nous-mêmes. Comme s'il y a 2 fois, on existait 2 fois. Donc ce n'est pas possible. Par contre, il est possible de cumuler une entreprise individuelle avec une société. Alors dans certains cas, attention, pas dans tous les cas. En fait, il faut réfléchir par rapport au statut social. En entreprise individuelle, je suis forcément au régime indépendant. Si je suis en société, on va prendre l'exemple de la SARL, et que je suis majoritaire, je suis forcément TNS aussi. Et donc là, c'est pas possible, parce que, encore une fois, on a un dédoublement de la personnalité. Par contre, j'ai mon entreprise individuelle, dont la micro-entreprise fait partie, parce que c'est le cas le plus commun. À côté, j'ai un autre projet d'une SARL, mais je vais être gérant minoritaire ou égalitaire. Donc je suis pas forcément TNS, et il faudra pas l'être de toute façon. Donc minoritaire, on l'est pas. Égalitaire, la question se pose. Donc je peux être assimilé salarié ou associé salarié. Là, il n'y a pas de souci pour cumuler les deux, parce que c'est une question qu'on a assez souvent. Mais voilà, faut se dire, je peux pas être dédoublé au niveau du statut social. Donc ça, c'est une notion très importante. Donc le petit schéma, donc je mets à chaque fois pour rappel la différence par rapport aux sociétés où il y a ce fameux mur de la responsabilité qui vous protège. Là, l'entreprise individuelle, le cercle représente votre patrimoine, l'entreprise individuelle est dans votre patrimoine, donc il n'y a pas de dissociation. Alors des fois, ça fait peur aux gens. Et personne ne veut être en entreprise individuelle en disant « Ah mais non, mais je ne vais pas prendre ce risque-là ». Ça va dépendre de l'activité, évidemment. En micro-entreprise, on se pose moins la question, mais des fois, pour les entreprises individuelles classiques, on se pose la question. Mais tout dépend de l'ambition du projet, des volumes de chiffre d'affaires prévus, des charges, etc. Mais c'est parfois tout à fait adapté. Donc voilà, mais ça après, il faut faire une étude plus approfondie sur vos projets avec un comptable, évidemment, ou avec la CCI aussi, pour voir si ça vaut le coup. Et souvent, on fait des comparatifs de statut. Avantage de l'entreprise individuelle, la simplicité. C'est beaucoup plus facile à créer, entre guillemets. Alors, plus facile ne veut pas dire simple. Même si je mets simplicité, il y a quand même des choses à faire, de l'administratif. Mais c'est quand même plus simple, c'est moins coûteux, parce qu'il n'y a pas de statut à faire. Donc, on va avoir un coût autour de 300 €, qui sont les frais de greffe, en gros, et la publication au journal officiel qui est obligatoire. Il y a tout de même des obligations comptables et fiscales, mais qui sont allégées. C'est-à-dire que le minimum, ça va être un bilan à l'année, et gérer sa TVA. Tout de même, parce qu'on est quand même assujetti à TVA, exception faite pour les micro-entreprises, vous l'avez vu juste avant, où c'est un peu différent au niveau du régime de la TVA. Si l'entreprise est déficitaire, parce que ça peut arriver, notamment quand on se lance les premières années, ou une crise qui arrive, c'est pas dramatique en soi, mais le déficit est déduit des revenus du foyer, quand on est marié et qu'on est sur la même feuille d'impôt. C'est-à-dire que mon entreprise fait moins 5 000 €, donc moi j'ai pas de revenus attitré sur l'entreprise individuelle. Puis mon conjoint, ma conjointe, lui, déclare 20 000 € de revenus net imposables. Et ben on pourra déduire les 5 000 des revenus du foyer. Et des fois, c'est des bonnes choses. En fait, des fois, stratégiquement, on se crée de la charge pour ça aussi. On appelle ça de l'optimisation fiscale, encore une fois. Si vous avez déjà eu affaire à des gestionnaires de patrimoine, que ce soit en banque ou dans des structures indépendantes, ils regardent ça aussi. Et donc, je le disais au début, donc, le coût de création est moins élevé. L'inconvénient, c'est que l'entreprise repose sur l'exploitant, forcément, un seul patrimoine, sauf le IRL, que je vais redétailler après. C'est juste après qu'on la détaille. Donc responsabilité du coup illimitée du créateur d'entreprise et du chef d'entreprise. Le développement de l'entreprise est limité. En fait, elle peut se développer quand même, mais en fait, on peut changer de statut. Évidemment, après, comme je vous disais avant, on peut passer de SARL à SAS, mais on peut très bien, et ça arrive souvent, de passer d'une entreprise individuelle à une société, quelle qu'elle soit. Et la fiscalité et les charges sociales peuvent être plus élevées qu'en société. En fait, j'ai tendance à dire qu'en entreprise individuelle, on peut moins gérer son revenu qu'en société. On va voir le détail après, je donnerai des exemples parlants à la fin avec des chiffres, des exemples chiffrés. En société, on peut dire, moi je décide de ma rémunération, parce que de toute façon c'est une personnalité morale, on peut dire je me verse rien, ou je me verse 1 000 € par mois. En entreprise individuelle, on subit un peu ça, c'est-à-dire qu'on fait son chiffre d'affaires, on enlève ses charges de l'année, et c'est ça qui définit le revenu, donc en fait on n'a pas trop de choix. Mais on va le voir en détail, c'est important. Donc dans le détail des entreprises individuelles, la première, alors je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que l'atelier juste avant en parlait, et pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez retrouver de toute façon en replay sur YouTube. Voilà, il y a la micro-entreprise qui est une entreprise individuelle particulière, donc pour des activités commerciales artisanales ou des professions libérales non réglementées, avec un chiffre d'affaires à ne pas dépasser, un seuil de chiffre d'affaires, une exclusion de TVA mais avec un seuil intermédiaire sur lequel il faut faire attention,
Un petit formalisme, c'est un simple, entre guillemets, CERFA à remplir, à faire auprès des chambres, que ce soit de commerce ou des métiers ou de l'URSSAF. Une comptabilité simplifiée, donc pas de TVA, les charges de manière forfaitaire, donc on ne fait pas de déduction de charges au niveau des impôts et autres. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable et de faire un bilan. Par contre, la responsabilité reste illimitée. L'entreprise individuelle classique, donc là c'est une immatriculation à faire auprès des chambres. La comptabilité est simplifiée, c'est ce que je disais dans les avantages, c'est-à-dire qu'en gros on a sa TVA à gérer à l'année quand même, et les obligations de faire un bilan annuel, c'est au moins le minimum. Pas de dépôt de capital social, comme je vous le disais, on n'a pas obligé de mettre un capital social au départ, on peut partir à zéro, entre guillemets. Confusion de patrimoine, j'expliquais avant, puis comme c'est la forme classique, ça revient à l'explication que je vous disais il y a 5 minutes. Le régime fiscal, impôt sur le revenu, et le régime social, cotisation sociale sur le résultat. Mais encore une fois, à la fin, vous allez voir, j'ai fait un détail calculé avec des chiffres similaires pour chaque statut, et on va voir la différence. Un peu. Le IRL, donc un statut à part qui existe depuis, je crois, 2015 ou 2016, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une entreprise individuelle, mais à responsabilité limitée. Donc en fait, c'est un mix entre l'entreprise individuelle et l'EURL, en fait. C'est-à-dire qu'on fait une création comme une EURL, ça a le même coût, sauf qu'en plus, on fait ce qu'on appelle une déclaration d'affectation au patrimoine professionnel. Donc en fait, on fait une déclaration sur l'honneur, c'est quand même un papier officiel à remplir, on dit ce qu'on décide de mettre dans son patrimoine professionnel. C'est-à-dire, bah, ce matériel-là, oui, c'est pour le travail, je le mets dedans. Comme ça, si l'entreprise est endettée, on peut prendre que dans ce patrimoine-là. Mais du coup, ça a un peu plus d'obligations, un peu comme une société, avec une comptabilité complète. Un régime fiscal où on a le choix, là, pour le coup, qui est par défaut de l'impôt sur le revenu, mais on peut opter pour l'impôt sur la société. Par contre, là, l'action est irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe à l'impôt sur la société, on ne change plus. Mais 9 fois sur 10, si on part sur de l'EIRL, c'est pour prendre de l'impôt sur la société. Et le régime social va être un peu différent si on est sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés. Comment choisir son entreprise individuelle ? La micro-entreprise, on en parlait juste avant, on l'utilise beaucoup pour de l'activité secondaire. Voilà, je suis salarié, mais je veux faire un petit truc en plus le week-end ou le soir. Je vais faire ma micro-entreprise. Pour tester son activité, moi j'en ai beaucoup. On sait derrière pertinemment qu'on va peut-être en entreprise individuelle classique ou en société. Mais pour tester au début, parce qu'on n'est pas trop sûr d'avoir des clients, on commence en micro en déjà évoquant la possibilité d'évoluer. Et c'est adapté pour des activités avec peu de charges. On l'a vu, vous l'avez vu à l'atelier d'avant. Voilà, les charges sont calculées forfaitairement. Il y a des abattements fiscaux forfaitaires. Donc, on va éviter des activités avec un loyer ou des emprunts. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible et que ça n'existe pas, mais il faut quand même compter tout ça. L'entreprise individuelle, on va le prendre pour des activités plutôt stables, sans fort développement. On sait que le chiffre d'affaires va être à peu près de temps, mes charges vont être à peu près de temps, donc on sait déjà à l'avance combien on va pouvoir se payer, combien ça va nous coûter. Souvent, je parle d'un résultat inférieur à 30 000 euros. Donc le résultat, c'est vraiment chiffre d'affaires moins charge. Parce que sinon, après, ça risque d'être très coûteux au niveau de l'impôt. Et des fois aussi, il y a des activités où on n'a pas le choix d'être en entreprise individuelle. L'activité la plus classique, l'exemple qu'on donne de manière la plus classique possible, c'est les reprises de tabac. Notamment quand on ouvre un commerce de tabac, donc souvent bar tabac, on est obligatoirement en entreprise individuelle. Ça, c'est une obligation légale. Donc, comme je disais, des fois, en fonction de l'activité, en fait, on n'a pas trop le choix du statut. Et quand on est plusieurs associés, puisqu'on peut être 2 ou un couple à reprendre un tabac, on en reparle après dans les autres exemples de statut, mais je vais déjà en parler oralement. Il y a ce qu'on appelle les SNC, les sociétés en nom collectif. Donc, ça fonctionne comme une entreprise individuelle, sauf qu'on est avec des associés. C'est très particulier comme statut, mais là, quoi qu'il arrive, il faut se faire conseiller, évidemment. Et l'EIRL, donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est une forme hybride, comme je vous disais, entre l'EI et l'URL, qu'on utilise souvent en complément d'aide notamment de Pôle emploi. Beaucoup, moi je le vois dans les activités de praticiens de santé, mais qui sont pas, qui sont pas réglementées. Je suis diététicienne, moi j'ai des psychomotriciens qui sont en EIRL. On l'utilise beaucoup dans ce cadre-là. Mais après, encore une fois, c'est à étudier au cas par cas. Donc les comparatifs globaux des types d'entreprises. Donc sur le nombre d'associés, voilà, c'est plutôt évident, mais EURL, SASU, EI, enfin EURL, SASU, un seul associé, puisqu'on est, c'est le principe même du nom de la société. SARL, SAS, minimum 2 associés, mais maximum 100. C'est très rare, 100. Et l'entreprise individuelle, pas d'associés, parce qu'on est un entrepreneur individuel, comme son nom l'indique. Le capital social, donc pour toutes les sociétés, 1 euro minimum, comme je vous disais, même si je vous le conseille assez rarement. Faut savoir que quand on définit un capital de, par exemple, 10 000 euros, on n'est pas obligé de mettre 10 000 euros dès le départ. On est obligé de verser 20% au départ et on a 5 ans pour verser le reste. Donc ça, on le voit, c'est souvent à la banque qu'on dépose le capital social. Évidemment, c'est même tout le temps à la banque. Voilà, ça dépend aussi de sa stratégie financière.
Et l'entreprise individuelle, pas de capital social dû à la confusion de patrimoine. Parce qu'en fait, vous mettez en jeu déjà votre patrimoine, c'est ça votre risque, entre guillemets. Les dirigeants, donc en EURL, SARL, on est gérant, co-gérant, SARL, voilà, co-gérant, SASU, donc président, ou président directeur général, et organe de gestion libre, c'est-à-dire qu'on peut créer des postes, si on est 5, voilà. Et l'entrepreneur individuel, seul maître à bord, plein pouvoir pour diriger, et au niveau du statut social, du coup TNS, comme pour le gérant d'une SARL. Voilà, c'est ce qui est détaillé juste après. Et donc le SAS et SASU, le président a 6 000 salariés. Par contre, le directeur général est quand même TNS. Pour le coup, souvent la question est posée. Donc voilà. L'imposition, donc EURL, SARL, unipersonnel, d'impôt sur le revenu par défaut, mais on peut prendre de l'option vers l'impôt sur la société, ce qui est souvent le cas, mais ça se calcule. Les sociétés à responsabilité limitée, mais les SAS et toute forme, là, individuelle ou pas, c'est de l'impôt sur la société par défaut. Et l'option sur l'impôt sur le revenu si besoin. C'est assez rare, je vous l'avoue, mais on ne sait jamais. Et l'entreprise individuelle, là on n'a pas le choix, impôt sur le revenu. Alors, je parle de déductibilité de la rémunération du dirigeant. C'est pour cet aspect de contrôle que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est en société, quelle qu'elle soit, et qu'on est à l'impôt sur la société, comme il y a une différenciation de patrimoine, on décide de sa rémunération, c'est se dire, ok, je me paye tant, quel que soit mon résultat entre deux. Alors, il faut que l'entreprise ait des sous quand même pour vous payer, évidemment. Mais du coup, on en est maître, on l'a choisi. Alors qu'en entreprise individuelle, non, c'est son résultat. Je le répète, pour bien que ça rentre, mais c'est son résultat qui définit le revenu. Au niveau des impôts, ça sera pris en compte comme ça. Donc c'est important, on va le voir après dans les exemples de calcul. La transmission, parce que quand on crée, il faut même déjà penser à l'après, c'est-à-dire que quand l'entreprise sera plus là. Quand on est en société, on peut céder l'entreprise ou une partie de ses parts. Alors la transmission, ça peut être aussi une transmission de parts, c'est-à-dire que moi je crée seul, si en fait au bout de 3 ans dans mon développement, j'ai un associé qui arrive et moi je reste dans l'entreprise, il rachète une partie de vos parts, qui est valorisée en fonction de l'entreprise. Et pareil, pour les SS, on parle plus d'actions. Mais voilà, c'est le pourcentage dans la société. En entreprise individuelle, on ne peut pas réellement la céder, en fait. On cède le fonds de commerce, on a un commerce. Mais en fait, ils rachètent le matériel et ils recréent, eux, leur propre entreprise derrière, individuelle. Ou une société, s'ils veulent faire une société, parce qu'ils sont plusieurs. Les autres statuts qu'on peut voir, parce que là, je présente les statuts plutôt génériques, mais on peut être amené à en voir d'autres. Alors c'est celui-là peut-être qu'on voit même le moins après, mais je commence par celui-ci, les sociétés anonymes. Alors ça reste des sociétés à responsabilité limitée, c'est une sorte d'amélioration de la SAS. On le voit rarement parce que c'est des très très grosses sociétés. Par exemple, pour être coté en bourse, il faut être société anonyme. À notre échelle, on en voit très peu. C'est pas adapté pour des projets de création, parce qu'il faut 7 actionnaires, un capital de 37 000 € minimum, c'est un formalisme très très lourd, c'est très réglementé. On le voit très peu, mais je vous le dis à titre d'information, parce que vous pouvez l'entendre à droite ou à gauche, que ce soit à la télé, dans des revues sur les entreprises. Voilà, j'en parle, c'est vraiment à titre d'information. J'en parlais juste avant, donc les sociétés en nom collectif, donc des sociétés à risque illimité, c'est une sorte d'entreprise individuelle, mais quand on est plusieurs dans certains cas, notamment pour les activités de bar tabac. Alors c'est surtout l'activité tabac qui fait ça. Ouvrir un bar, on peut le faire en société. Après, il y a quand même des contraintes juridiques, administratives, mais voilà. Et associé solidairement et indéfiniment. Donc ça, c'est toujours le cas dans toute société où on est plusieurs. Je reprécise encore une fois, mais si j'en ai un peu parlé au début, c'est-à-dire que vous devez, à titre personnel, parce qu'il y a une caution personnelle, par exemple, 20 000 € à la banque, vous êtes 3 associés, il y en a un des 3 qui a 20 000 sur un compte, la banque va prendre les 20 000 et va vous dire débrouillez-vous entre tous les 3 pour vous rembourser entre vous. Voilà, ça veut dire ça, être associé solidairement et indéfiniment. C'est-à-dire que la banque, par exemple, s'il y a des soucis, je parle de la banque, parce que souvent quand on a des soucis, c'est pour rembourser la banque, va se servir, entre guillemets, et après il vous dit, vous êtes associé, vous entendez normalement, c'est à vous de vous entendre après pour comment vous vous remboursez, ou pas d'ailleurs, derrière, ce qui peut créer des conflits souvent. C'est là où les problèmes commencent. Pour ça je dis, plus il y a de personnes, plus il y a de problèmes potentiels. Mais c'est pas grave, ça se gère. Une autre société auquel je parle, alors c'est pas une société commerciale. Toutes les autres sont des sociétés commerciales pour une action commerciale, l'entreprise que vous allez faire. Là, c'est une société civile, les sociétés civiles immobilières. J'en parle parce qu'on en voit quand même assez souvent dans le cadre d'une création. On l'utilise quand on achète un bien immobilier. Donc, j'achète un bien perso et je vais en faire des gîtes. Où j'achète les murs de mon commerce et voilà, j'ouvre un restaurant, mais en fait, en même temps que je reprends le restaurant déjà existant, j'achète les murs pour être mon propre propriétaire. Au moment de l'achat, souvent, on va parler de faire une SCI. Donc, il faut au moins 2 associés, par contre. Donc, souvent, on parle de SCI familiale, on peut mettre son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. Ou, alors, c'est marqué physique ou moral dans les associés, parce que des fois, en fait, on n'a pas forcément envie d'inclure son conjoint ou d'autres personnes. Et en fait, la SCI, dedans, on va être un associé à titre perso,
Et sa société commerciale qu'on va créer, on va la mettre comme associée de la SCI. C'est tout à fait possible. Voilà, donc on l'utilise lors d'un achat d'un bien dans lequel on exerce son activité. Mais attention, ça crée avant l'achat du bien. Parce que des fois, nous, on voit les gens, notamment dans les gîtes, en fait, c'est leur maison familiale historiquement, enfin, ils l'ont depuis 10 ans. Ils peuvent pas faire une SCI, sinon il faudrait racheter le bien une nouvelle fois. Ce qui n'a pas de sens, c'est refaire un crédit par-dessus votre crédit, en plus. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça, il faut y réfléchir avant. Si c'est votre cas à titre personnel, n'hésitez pas, si vous avez un notaire, à solliciter votre notaire. C'est vraiment les spécialistes là-dessus, ou un avocat si vous connaissez des avocats d'affaires. Un dernier statut, les SCOP, Sociétés coopératives de production. Donc c'est plus pour toutes les activités tournées autour de l'économie solidaire et sociale. Je détaille pas trop. S'il y a des questions sur ce point-là, n'hésitez pas à aller vers la CRES, donc la Chambre régionale d'économie solidaire et sociale, qui est à Hérouville-Saint-Clair. C'est vraiment eux les spécialistes pour vous aider là-dessus. Mais c'est pour que vous ayez connaissance que ça existe. Alors il faut faire attention parce que voilà, il y a pour faire ce statut-là, il y a vraiment des contre-indications spécifiques. Et après, on parle de scope SA, SAS ou SARL, mais c'est des gouvernances démocratiques, etc., avec ses salariés. C'est très réglementé quand même. Donc je remets la diapo un peu du départ. Quand choisir son statut, encore une fois, c'est pas au début qu'on choisit, même si on peut déjà dire oui, je pense que je vais faire plutôt une SARL par exemple. Mais ça va dépendre du projet, de votre situation perso qui peut évoluer en plus au cours du projet. Parce qu'entre deux on se marie, entre deux on divorce, entre deux on a des enfants, et ça dépend de l'activité en elle-même, parce que voilà, en fonction des volumes prévus de chiffre d'affaires. Moi j'ai des gens, ils viennent, ils savent déjà qu'ils vont avoir des clients, donc on peut déjà estimer un volume. Il y en a, on est un peu plus dans l'inconnu. Et ça on le prend en compte quand même. Pourquoi le choix est important? Donc ça, c'est toute la dernière partie, et on va faire les différents critères qu'on regarde. Le régime matrimonial, notamment pour tous ceux qui sont mariés ou pacsés, ou qui comptent peut-être se marier, qui veulent créer une entreprise. J'ai détaillé en gros les 3 possibilités. Alors soit on est célibataire, et là on se pose pas trop la question du régime matrimonial évidemment, mais soit je suis marié mais j'ai pas de contrat. Donc ça c'est quand on se marie sans contrat, donc c'est par défaut en France, on est ce qu'on appelle en communauté réduite aux acquis. Ça veut dire que je me marie, mon entreprise je la crée après. Donc je crée de la valeur dans mon patrimoine, donc ça compte dans le patrimoine du conjoint et de la conjointe. C'est-à-dire que si la société est endettée, encore une fois, et qu'on a une caution personnelle, ils peuvent aller chercher chez le conjoint. Il n'y a pas de protection du patrimoine du conjoint, c'est pas séparé. Le PACS, ça revient quasi au même, avec cette notion de patrimoine fiscal commun. Et puis après, si on est marié en séparation de biens, donc là il y a moins de soucis, parce qu'on le définit dans la séparation de biens. C'est-à-dire que la société ne fait pas partie de la communauté de biens, et donc on ne peut pas aller embêter monsieur ou madame de l'autre côté. Donc ça c'est important, c'est à prendre en compte, parce qu'en fait on peut dire je crée ma société, mon conjoint, lui il est salarié, il en a que faire, mais si on est marié sans contrat, ça peut l'impacter de manière négative, mais aussi de positive. C'est souvent là, on peut, même si on est marié sans contrat, faire un avenant entre guillemets ou un contrat sous sein notarié qui dit que l'entreprise est bien séparée du patrimoine. On peut le faire, évidemment. Mais il faut faire attention parce que même en cas de divorce ou autre, ça peut créer des complications. On entend souvent parler ça dans la presse People pour les célébrités, mais ça peut vous impacter. Donc c'est des choses à prendre en compte au départ. Et on va avoir une discussion avec votre conjoint. Pourquoi le choix est important? Donc le côté imposition, c'est là il y a un peu le comparatif. Alors là vous allez avoir plein de chiffres. Le but c'est pas de vous expliquer comment on calcule tout. Il y aura des comptables et un accompagnement si vous le souhaitez de toute façon pour vous aider là-dessus. Mais on va prendre l'exemple par exemple d'une EURL, donc à l'impôt sur les sociétés. Je fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros, j'ai 50 000 euros de charges. Comme on décide de sa rémunération, je dis voilà, je me paye 20 000 euros sur l'année, donc 20 000 euros net imposables. J'ai fait le calcul rapidement, ça fait en gros en impôt sur le revenu, parce que même si on a une société, si on touche du revenu via la société, c'est imposé sur le revenu. Donc je touche 20 000 euros que je déclare aux impôts. J'ai fait le calcul sur le barème de l'année dernière, ça fait en gros, on va arrondir 900 euros d'impôt sur le revenu. Je paye mes charges sociales évidemment sur les 20 000 euros de revenus, donc voilà, j'ai calculé sur 45%, parce que j'ai fait une prévision haute de cotisation. Donc 9 000 euros de charges, et le reste, donc on fait 50 000 et on enlève les 29 000, donc il reste 21 000 euros, est imposé sur les sociétés, donc à hauteur de 15%. Il y aura un tableau récap après. La SAS, de la même manière, 100 000, 50 000, et je me paye 20 000 parce que je peux décider de ma rémunération, donc c'est le même impôt sur le revenu, sauf que là, j'ai plus de charges sociales, j'en ai 14 000. Donc le résultat de l'entreprise se trouve impacté. Juste avant, on était à 21 000, là on n'est plus qu'à 16 000 parce qu'il y a plus de charges sociales. Donc on paye un peu moins d'impôts sur la société, mais plus de charges sociales. Et pour l'entreprise individuelle, la même chose, 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 50 000 euros de charges. Sauf que là, on ne peut pas dire je prends que 20 000 euros de rémunération. Au niveau fiscal, on va dire non, votre rémunération est de 50 000 euros.
Sauf que dessus, on va quand même enlever les charges sociales, donc 22 500, hein, les 45%, mais sur les 50 000 ce coup-ci, pas sur les 20 000. Donc ça fait 22 500, et on les retire aux 50 000, ce qui nous fait 27 500, et là-dessus, on calcule l'impôt sur le revenu. Alors là, je fais pour une part. Mais après, dans chacun de vos foyers respectifs, il faut regarder si vous êtes marié, si vous avez des enfants, parce qu'il peut y avoir plus de parts fiscales. Et donc ça fait 1 600 € d'impôt sur le revenu, et 22 000 € de charges sociales. Mais du coup, pas d'impôt sur la société, puisqu'en entreprise individuelle, il n'y est pas. Et donc là, vous avez le tableau récap un peu pour chaque statut dans les exemples que j'ai donnés. Donc je suis parti toujours de la même base pour qu'on puisse comparer. Mais en gros, voilà, il n'y a pas de meilleur choix. C'est-à-dire qu'il y en a, on va payer plus de charges sociales, d'autres plus d'impôts. Ça va dépendre de sa situation perso. Mais ça permet de voir les comparatifs, de combien ça coûte derrière et combien je me rémunère. Donc voilà, donc là vous avez un tableau comparatif. On voit que EURL et SASU, ça va pas jouer à grand chose la différence. Alors il y a 6 000 € de plus de charges sociales de la SASU, mais il y a 1 000 €, on va arrondir un peu fortement, de moins au niveau de l'impôt sur la société. Donc ça dépend comment on veut optimiser son entreprise. Est-ce qu'on veut avoir plus de cotisations sociales ou payer plus d'impôts? Et on optimise comme ça. Et l'entreprise individuelle, on voit il y a beaucoup plus de charges sociales, plus d'impôts sur le revenu, mais moins d'impôts sur les sociétés. Donc ça va dépendre des activités. Là, pour une entreprise individuelle, ça commence à faire beaucoup. Mais ça se calcule encore une fois et ça se regarde par rapport à votre foyer. Donc pour faire son choix de statut, et je finirai là-dessus, donc faut pas hésiter à se faire accompagner. On peut déjà avoir une pré-idée. L'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est surtout que vous ayez déjà un peu de lumière sur tout ça, que vous compreniez un peu les mécanismes. Après, faut toujours se faire accompagner. De toute façon, si vous faites une société, il y aura forcément un juriste dans le lot pour vous éclairer encore plus là-dessus et voir au détail par rapport à votre situation personnelle. Donc se faire accompagner, alors soit par les chambres, dans le cadre du dispositif qui a été présenté ce matin sur la conférence de Madame Lemel sur le dispositif ici je monte ma boîte, on vous accompagne, par un comptable et son service juridique qui font les statuts souvent, qui vous aident là-dessus, ou même par un avocat d'affaires. Hormis pour les micro-entreprises. Mais des fois, les gens, on les accompagne, ils savent pas encore trop le statut, ils hésitent entre micro-entreprise ou société, parce que ça dépend du volume de l'activité. Ou par un notaire ou un fiscaliste si besoin, parce qu'en fonction de votre situation perso, c'est plus ou moins compliqué. Si on a plus ou moins de patrimoine, est-ce que j'ai du patrimoine immobilier, est-ce que j'ai des emprunts en cours, est-ce que je suis marié ou pas? Le notaire de famille, si vous en avez un, par exemple, peut être utile. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. On a encore un petit peu de temps, si vraiment il y a besoin. Donc voilà. Merci à vous, merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas en tout cas à vous faire aider là-dessus. Merci Axel. Alors en l'occurrence, on a une petite question qui nous est parvenue par l'intermédiaire du chat. Ouais. Il y a Monsieur Meunier qui nous demandait, quand on est en statut de SASU, Oui. Est-ce qu'on doit le faire apparaître sur tous ces documents, ces factures et ailleurs, ce qui du coup montre qu'on est tout seul dans son entreprise, ou est-ce qu'on pourrait mentionner SAS seulement? En fait, vaut mieux le mettre. Après, nous, on parle souvent de modèle SARL ou modèle SAS, en fait. Et après, quand on est unipersonnel, on le sait pas. De toute façon, ça change pas grand-chose, honnêtement. Mais après, le mieux, c'est de mettre la réalité des faits, c'est de mettre SASU. Et de toute façon, après, sur tous documents commerciaux, dont les factures font partie, on est censé mettre le numéro SIRET de l'entreprise. Ça, c'est une obligation comptable. C'est quand on émet une facture, qu'on est en entreprise, on a le numéro SIRET qui apparaît. Et en fait, techniquement, si on veut rechercher, le client peut retrouver en fait que la personne est en SASU parce que c'est public, une entreprise, donc on peut voir. C'est public, la création est publique, donc on peut voir que c'est une SASU en fait. Donc même si mes SAS, si ses clients cherchent, en fait, ils pourront quand même trouver que c'est une SASU. Donc vaut mieux mettre qu'on est une SASU. Normalement, ça n'a pas d'impact. Alors ça dépend à quel client on travaille, encore une fois, mais en théorie, ça n'a pas trop d'impact. Donc vaut mieux mettre SASU directement. Okay. Après, c'est pas dramatique, on va pas vous le reprocher, je pense pas, de mettre SAS si vous êtes en SASU. Alors je sais pas s'il y avait des questions dans la salle. Alors une question. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais aimé savoir si on est deux micro-entrepreneurs et qu'on met certaines choses en commun. Je ne sais pas, par exemple, on va travailler ensemble dans un lieu, faire du démarchage ensemble, etc. On peut rester deux micro-entrepreneurs séparés ou on a une obligation de créer une société? Non, parce qu'après, deux micro-entreprises, ou comme deux sociétés d'ailleurs, pourraient travailler ensemble et être partenaires. Donc dans ce cas-là, on fait un contrat de partenariat, plus ou moins formalisé. Mais c'est-à-dire, je prends l'exemple, vous faites une prestation, je sais pas, par exemple dans la communication, et il y a une personne qui veut un logo, un site internet. Sauf que vous êtes micro, vous êtes plutôt à l'aise pour faire les logos, et votre ami ou collègue ou autre est plus à l'aise pour faire les sites internet. Et en fait, vous allez faire deux factures seulement. Vous allez travailler ensemble, parce qu'il faut quand même se synchroniser, mais une fera la facture sur le côté logo et l'autre sur le site internet. C'est juste ça. Et pareil, dans vos charges, par contre, admettons, on prend un local partagé. Donc, je sais pas, le loyer, ça coûte 200 € mensuel, mais en fait, on se le partage à deux. Un coup, c'est l'une, on se met d'accord au niveau du planning. Et soit il y en a une
qui prend en charge la totalité du loyer et l'autre lui paye la moitié, mais on se met d'accord, on fait un contrat. Soit on voit d'ailleurs avec le bailleur, en soi, la personne qui vous loue, pour qu'il prenne moitié-moitié chez chacune. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Il y avait un monsieur juste ici. Merci. Sur les statuts de la micro-entreprise, j'ai eu comme information que la protection du patrimoine allait peut-être être modifiée, justement. Alors, oui, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Ouais, alors pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, ça n'a pas changé. Je vois pas comment. Alors, j'en ai pas l'information. Après, on pourra en discuter. Il faut toujours surveiller. Il y a toujours de la veille juridique à faire. Le statut de la micro est peut-être celui qui évolue le plus en permanence parce qu'il est quand même récent. Il a 15 ans. C'était l'auto-entrepreneur avant, en 2008. Après, de toute façon, sur cette confusion de patrimoine en micro, les micro-entreprises, souvent, c'est pour des petites activités ou des tests. Donc, en fait, il y a peu de risques. Donc, en fait, la protection de patrimoine ou la non-protection du patrimoine n'est pas un gros enjeu. Parce que s'il y a vraiment des enjeux et des emprunts, etc., en fait, on va prendre un autre statut. Donc, peut-être que ça viendra. Donc, souvent, les modifications sur les micro-entreprises ou auto-entrepreneurs, les règles, on les a au mois d'octobre à partir de l'année, pour l'année suivante en janvier. Parce qu'une micro-entreprise, c'est sur des années fiscales qui sont gérées, parce que c'est de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, ils vont pas faire des modifications en plein milieu de l'année. Là, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, moi, je n'ai pas cette information-là. Et en fait, c'est pas un enjeu majeur sur les micro-entreprises, parce que de toute façon, ça reste des sociétés les moins risquées possibles, entre guillemets, souvent de par l'activité. S'il y a d'autres choses, d'autres questions. Merci beaucoup Axel. Je pense qu'on a fait le tour. Alors pour ceux qui sont sur place, vous pourrez encore solliciter Axel, n'hésitez pas, ou venir nous voir chez nous à la CCI pour de plus amples questions. L'exercice n'était pas forcément des plus faciles sur les statuts, donc voilà. On a choisi Axel. C'est souvent lourd en fait, parce que c'est du juridique, c'est mais est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'infos. Après voilà, le but c'est de prendre du recul et voir concrètement les avantages et inconvénients de chaque statut. Bon, c'est pour ça qu'on a choisi les meilleurs. Donc merci Axel pour nous avoir rendu ça un peu plus digeste. On se retrouve cet après-midi pour la suite du festival. On va avoir une après-midi qui est plus sur toutes les différentes formes d'entreprise, d'entrepreneuriat. On commencera en début d'après-midi sur le statut d'entrepreneur salarié dans le cadre, avec l'intervention de Créacop 14, une coopérative d'activité et d'emploi. Donc c'est un statut un petit peu particulier et donc Christian Richard nous en dira un petit peu plus. Ensuite, on enchaînera sur l'entrepreneuriat féminin avec les réseaux qui sont présents sur le territoire pour vous accompagner. Et puis la notion d'incubateur quand on se lance dans une entreprise, là encore, pour ne pas être isolé et puis être accompagné comme il se doit. On aura par la suite un atelier sur la protection du dirigeant et de son entreprise par notre partenaire AXA qui éclairera un petit peu sur les enjeux importants de l'assurance qu'on oublie peut-être trop souvent, qui ne fait pas forcément partie des premiers lieux quand on monte son entreprise. Ensuite, on aura l'intervention de 3 tiers-lieux qui sont présents sur notre territoire à Caen, le MOO, le Dôme et le WIP, qui viendront nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que ces lieux dont on entend parler, quelle est la distinction entre les uns et les autres, comment on met le pied à l'intérieur, quels sont les types de projets qu'on peut y monter. Donc voilà, c'est un atelier pour y voir un petit peu plus clair avec les dirigeants de ces 3 structures. Et surtout, en présentiel, c'est la soirée After Work ce soir, où on a la chance d'accueillir Yvan Bourgnon, qui viendra nous partager son expérience de skipper, de marin, et surtout le projet qu'il porte de bateau à énergie solaire pour aller nettoyer les océans. Donc c'est un projet ambitieux, et là encore, on le mettra à la lumière d'actions qui sont portées sur notre territoire à Caen, avec Léon, le robot nettoyeur, qui a été développé par une équipe au sein du Dôme. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver cet après-midi, toujours sur le lien demain-c'est-ici.com, et puis je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.